Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Tronic Aventure. Après être arrivé à capter les ondes 50 Hz du courant domestique, ainsi que les ondes en MHz, j'appuie, je relâche, je rappuie, je relâche. Voici que maintenant je peux capter et matérialiser les ondes électromagnétiques émises dans la gamme des gigahertz de façon spectaculaire. Et les gigahertz, ça va devenir très intéressant parce que ça va concerner les smartphones et les antennes relais qui émettent dans une fréquence comprise entre 0,8 et 2,6 GHz en général. Ça va concerner le Wi-Fi qui est en général en 2,4 GHz. Ça va également concerner les fuites des fours micro-ondes qui travaillent aussi en 2,4 GHz généralement. Et on pourra même capter les téléphones fixes sans fil en norme DECT qui sont en 1,9 GHz. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous faire un tel capteur, et en fait, je vais vous montrer deux capteurs légèrement différents qui fonctionnent tous les deux sur le même principe. Le premier avec une alimentation, il sera très sensible, il comportera une LED et un buzzer, et un deuxième capteur sans alimentation, celui-là, qui fonctionnera uniquement avec l'énergie fournie par les ondes captées. Il sera donc beaucoup moins sensible que le premier. Il comportera un galvanomètre. Son aiguille déviera plus ou moins en fonction de la force du signal reçu. Je sais que dans le commerce, il existe des capteurs bien plus performants, bien plus élaborés que celui que je vais vous montrer, mais comme vous le comprenez, avec moi, le but n'est pas forcément la performance, mais plutôt de découvrir et d'expérimenter de façon ludique. Rien de tel pour progresser. Mais vous verrez quand même qu'avec un des deux capteurs que je vais vous présenter, on peut arriver à des résultats très étonnants. Allez, j'en ai assez dit, voici maintenant un petit aperçu de ce qu'ils sont capables de faire. Saviez-vous qu'un four micro-ondes peut fuir par ses joints de porte? Le capteur est à 2 mètres de mon four et bien sûr la porte du four est fermée. Mon four est éteint, le capteur ne détecte rien, je branche le four 10 secondes. Quand on entend le buzzer, c'est que les ondes s'échappent du four par sa porte. Dès que le four s'arrête, le capteur s'arrête. Savez-vous à quel moment votre smartphone émet le plus fort? C'est quand vous l'allumez ou quand vous désactivez le mode avion et qu'il se reconnecte au réseau. J'active le mode avion, je me déconnecte du réseau et maintenant je désactive le mode avion pour me reconnecter au réseau. C'est là que les signaux sont les plus forts. Et voilà ce qui se passe quand j'envoie une vidéo par WhatsApp. C'est impressionnant, hein? La vidéo est envoyée. Le signal faiblit. Il y a quand même encore de l'émission. Et ça va s'arrêter tout d'un coup. Voilà. Savez-vous que le Wi-Fi balance pas mal aussi? Donc ça rayonne quand même pas mal, hein? Savez-vous que le téléphone fixe sans fil, il n'est pas en reste lui non plus? Ici le capteur. Ici la base, il y a 2 mètres, il reçoit faiblement, même quand j'appelle pas. Je prends le combiné, je m'éloigne du capteur. Pour l'instant, je ne suis pas en communication, donc le capteur il reçoit quand même des ondes de la base, même quand je ne téléphone pas, à plus de 2 mètres. Maintenant, je passe un appel. J'interroge ma messagerie par exemple. C'est parti. On voit nettement la différence de signal. Et attention, je raccroche maintenant. Là, j'ai raccroché. Et voilà, le signal fort s'arrête. C'est quand même assez impressionnant. Avez-vous conscience des ondes émises par les antennes relais? Je suis maintenant à 50 mètres de mes deux antennes relais. Je vais brancher le capteur avec Alim. À mon avis, il va sonner direct. Et voilà. Maintenant je suis à 200 mètres et signal maximum, un plein taquet, ça rayonne à fond. La LED reste constamment allumée, le buzzer sonne constamment. Donc là je suis en plein dans le rayonnement des antennes. Et accessoirement, ça capte aussi les petites télécommandes en mégahertz. Je ferme les portes, j'ouvre les portes. Vous voulez en savoir plus? Ça vous intéresse? Vous ne serez pas au bout de vos surprises si vous regardez cette vidéo en entier.
Dans cette vidéo, on va voir comment capter les ondes électromagnétiques dans la gamme des GHz, le haut de la gamme UHF. Pour cela, je vais utiliser le même principe de fonctionnement que celui décrit dans cette vidéo qui montrait comment capter la gamme des MHz. Donc je ne vais pas tout réexpliquer en détail ici, je vais juste décrire comment sont faits mes deux montages. Commençons par le plus simple, celui qui fonctionne sans alimentation, avec le galvanomètre ampère-mètre. Il sera moins sensible que l'autre. Voici le schéma du circuit. Pour l'antenne, on va avoir besoin de se faire une antenne circulaire. Pour calculer la circonférence d'une antenne circulaire, on utilise la formule suivante. Longueur en mètres d'une onde égale 300 divisé par la fréquence qu'on veut capter en mégahertz. Étant donné qu'on veut capter les ondes avoisinant la fréquence des 2 GHz, on fait 300 divisé par 2000, puisque 2 GHz c'est 2000 MHz. On obtient 0,15. Je rappelle, ce sont des mètres, donc ça correspond à 15 cm. Un simple fil de cuivre de cette longueur fera l'affaire. Concernant maintenant la diode, on va devoir utiliser une diode rapide avec peu de capacité parallèle parasite et avec une faible tension de seuil. La diode idéale sera la diode Schottky BAT62. Sa tension de seuil est d'environ 0,3 volts et elle a une capacité parallèle parasite très faible, environ 1 picofarad. Le problème avec cette diode, c'est que c'est une diode CMS, donc elle est toute petite. Elle sera pas facile à manipuler et à souder. Voici le composant que j'ai utilisé, il inclut 2 diodes BAT62. Pour ceux qui voudraient se procurer cette diode, je vous mets un lien dans le descriptif de ma vidéo. Si on regarde en très gros plan ce composant, il se présente comme ça. On voit qu'il a une patte qui est plus grosse que les 3 autres. La grosse patte, c'est l'anode de la première diode. Donc la petite patte qui sera en face, ce sera la cathode de cette même diode. Et les 2 autres petites pattes, c'est une deuxième diode qui est montée en inverse. Donc voilà le schéma correspondant à ce composant. Pour vérifier les pattes de ce composant, on peut se servir d'un multimètre en position diode et on retrouvera ainsi la tension de seuil de chaque diode avec le côté anode et le côté cathode. Pour que le multimètre en position diode affiche la tension de seuil de la diode, il faut que le fil rouge du multimètre soit positionné sur l'anode de la diode et le fil noir sur la cathode. Si quand vous positionnez les sondes de votre multimètre, vous n'obtenez aucune lecture, c'est qu'elles sont branchées à l'envers. Donc inversez les sondes du multimètre et normalement vous obtiendrez la tension de seuil de la diode et ainsi vous saurez où est l'anode et où est la cathode. Une fois que vous aurez repéré où sont l'anode et la cathode de votre diode, il vous faudra la souder. Le mieux c'est d'utiliser une petite plaque PCB comme ça. Voici une vue très rapprochée de ma diode soudée sur ma plaque PCB. Et ainsi, une fois que la diode sera soudée sur la plaque, ça sera plus facile de venir souder les autres composants que sont l'antenne, le condensateur et le galvanomètre. Pour le condensateur, on utilisera un condensateur non polarisé céramique de 1 nanofarad. Pour le galvanomètre, j'utilise un galvanomètre ampère-mètre polarisé de 100 microampères. Attention à bien respecter les polarités lors du branchement. Le plus difficile sera d'arriver à souder ensemble ces composants. Voici un gros plan de mes soudures. Et voici une vue d'ensemble du montage terminé. Voici maintenant le principe de fonctionnement très résumé. L'onde vient frapper l'antenne et créer dans cette antenne un courant alternatif à la même fréquence que l'onde qui a été émise. Si par exemple l'antenne reçoit une fréquence d'une onde de 2 GHz, ça veut dire que dans cette antenne, le courant va circuler de façon alternative et va faire 2 milliards d'allers-retours par seconde. La diode ne va laisser passer que les crêtes positives de ce courant alternatif. Le condensateur va lisser ce courant, qui va devenir donc un petit courant positif continu, qui pourra traverser le galvanomètre et faire dévier l'aiguille du galvanomètre. Plus le courant qui traversera le galvanomètre sera important, plus l'aiguille déviera vers la droite. Attention au moment des soudures du galvanomètre, à bien respecter la polarité, il y a un côté plus, un côté moins. Le côté plus doit être relié du côté de la diode. Notez bien que ce montage n'a aucune alimentation, c'est uniquement l'énergie fournie par l'onde reçue qui va faire fonctionner le montage. Passons maintenant au deuxième montage, qui fonctionne sur le même principe que le premier, mais qui lui comporte une alimentation, puisqu'il viendra alimenter un buzzer et une LED. Pour ce deuxième montage, seule la partie antenne, diode, condensateur et les 2 fils qui sortent de l'antenne seront gérés en soudure. Tout le reste sera implanté sur une breadboard. Pour l'antenne, c'est exactement la même que celle décrite dans le montage d'avant. Pour la diode, j'utilise également une BAT62. Si toutefois vous n'arrivez pas à souder la BAT62 ou que vous n'arrivez pas à vous en procurer, vous pouvez faire comme moi j'ai fait au début, c'est-à-dire que j'ai utilisé une diode BAT85. Elle est beaucoup plus grosse, donc plus facile à manipuler et à souder. Par contre, l'inconvénient, c'est que votre montage sera moins sensible, donc moins performant qu'avec la diode BAT62. Dans ce montage, je vais utiliser un comparateur de tension LM324N.
J'utilise le même condensateur de 1 nanofarad que tout à l'heure. En fait, la partie là ne change pas. Ici, on retrouve le LM324 qui est alimenté avec une pile 9 volts, où moi j'utilise un accu LiPo 2S. Ça me donne à peu près du 8 volts, ça marche très bien aussi. Ensuite, j'ai utilisé un buzzer polarisé en 5 volts, qui est prévu pour une consommation de à peu près 20 mA. J'utilise une LED verte, j'utilise un transistor NPN BC547, et puis le reste, ce sont des résistances. Ici, j'ai un pont diviseur de tension avec une résistance de 1 méga et une deuxième résistance de seulement 1 K. Ici, une résistance pull-down de 100 K. C'est parce que si on n'en mettait pas, au repos, on se retrouverait ici avec une tension supérieure à 7 mV. On aurait à peu près 250 mV au repos. Ici, une résistance à l'entrée de la base de ce transistor de 33K. Et ici, une petite résistance de 130 ohms pour limiter le courant qui va traverser le buzzer et la LED. Le LM324 que j'utilise comporte 4 modules de comparateur de tension. Je ne vais donc en utiliser qu'un seul sur les 4. J'utilise les 3 pattes ici. En plus de tous ces composants, eh bien moi j'ai utilisé une breadboard et quelques fils du pont. Je vous explique maintenant brièvement le principe de fonctionnement. Comme tout à l'heure, quand une onde vient frapper l'antenne, ça crée des courants alternatifs dans l'antenne, à la même fréquence que l'onde. Seules les crêtes positives de l'onde vont pouvoir traverser la diode. Ça va créer une tension au niveau de la porte non inverseuse du comparateur, et le comparateur va comparer cette tension provenant de l'antenne avec la tension provenant de la porte inverseuse produite par ce pont diviseur de tension, qui est calibré de telle façon à ce que je me retrouve ici avec 7 mV, puisque j'utilise une résistance de 1 méga et de 1 K. Plus cette résistance sera faible, plus le dispositif sera sensible, mais attention, il ne faut pas prendre non plus une résistance trop faible, parce que sinon le buzzer et la LED seront tout le temps actifs. Alors quand l'antenne ne reçoit pas d'onde, la tension au niveau de la porte d'entrée non inverseuse sera plus faible que la tension sur la porte d'entrée inverseuse, donc la sortie sera à l'état bas, donc le buzzer et la LED seront inactifs. Par contre, dès que l'antenne va recevoir des ondes, ça va faire augmenter la tension au niveau de la porte non inverseuse, ce qui aura pour effet que dès que cette tension ici sera supérieure à 7 mV, ça fera basculer la sortie Vout du comparateur de tension qui passera à l'état haut. Du coup, le transistor deviendra passant et le buzzer et la LED seront actifs. Voici une vue d'ensemble de mon montage terminé. Là, c'est mon accu LiPo 2S. Ici, le comparateur de tension. Ici, le buzzer, le transistor, la LED. On retrouve toutes les résistances et le côté antenne. Maintenant que nos deux capteurs sont prêts, voyons ce qu'ils sont capables de faire, sachant que celui-ci sera largement 10 fois plus sensible que celui-là. En intro, je vous ai montré que ça pouvait capter des fuites jusqu'à 2 mètres. Et maintenant, vous allez voir qu'on peut capter des fuites jusqu'à 3, voire même 4 mètres, et que ça traverse les murs porteurs, des murs pleins en béton. Alors, regardez, maintenant je suis ailleurs chez quelqu'un. Donc le four micro-ondes a été activé, et rebelote. Donc là, si je m'approche, ça fuit. Et là, je m'éloigne, je suis à 2 mètres, ça fuit encore. Et là, je suis à 3 mètres, ça fuit encore. Vous voyez, le four il est là-bas. Donc c'est selon comment je m'oriente, voilà. Donc, et voilà, vous voyez, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Donc, moralité, il n'y a pas que mon four qui est pourri. Peut-être bien que beaucoup de fours micro-ondes, en fait, fuient par les joints de porte. Et je précise, la propriétaire du four me dit que ce four, en fait, n'a que 2 ans. Voilà, même un four récent, apparemment, ça peut fuir. Et avec le montage capteur Galva, comme le capteur est moins sensible, je dois plus m'approcher des zones de fuite pour trouver les fuites. Et quand l'antenne sera dans une zone de fuite, l'aiguille va dévier. Donc ça veut dire qu'avec le capteur Galva, je peux précisément localiser d'où proviennent mes fuites. Visiblement c'est là. Je suis curieux de faire l'expérience suivante, savoir si les fuites d'un four micro-ondes peuvent traverser un mur porteur. N'ayant pas de mur porteur à l'intérieur de mon logement, j'ai placé ce four micro-ondes contre un mur porteur qui donne contre le couloir des communs. Je mets sous tension mon capteur, là il capte rien. Je règle mon four micro-ondes en puissance maximum sur 1 minute et je démarre. Voilà, ça capte. Et maintenant, on va aller dans le couloir, voir ce qui se passe.
Voilà, j'ai fermé la porte. Je suis dans le couloir des communs. Mon four micro-ondes, il est là derrière. Donc je vais approcher mon capteur. Pour l'instant, ça capte rien. Ah. Voilà, ben ça passe bien à travers. Voilà, là j'ai un gros signal. Et vous voyez, on entend le bip. Et le signal s'arrête pile au moment du bip d'arrêt du four micro-ondes. Donc ça provenait bien de mon four micro-ondes. J'ai positionné mes deux capteurs sur une Livebox. Le Wi-Fi est pour l'instant éteint, donc on entend quand même du rayonnement. Et maintenant, ici, je vais allumer le Wi-Fi. La LED du Wi-Fi s'est allumée. Et ça va partir. Voilà. Je vais regarder jusqu'à quelle distance je peux capter le Wi-Fi. Voilà, là je suis à 2,50 m de tout l'ensemble box, téléphone fixe sans fil. Je me rapproche et ça va recommencer. Voilà. Donc ça rayonne quand même pas mal. Hein. Allez, fin d'expérience avec le Wi-Fi. Un smartphone émet généralement entre 800 MHz et 2,6 GHz. On peut connaître précisément en quelle fréquence émet son téléphone, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous ai montré en début de cette vidéo à quel moment votre smartphone rayonnait le plus fort, mais savez-vous que même quand on ne s'en sert pas, votre téléphone peut émettre. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs il n'est pas conseillé de toujours le garder contre soi, ou pire, de le mettre sous son oreiller pour dormir. Là je ne fais rien, je n'appelle pas. Rien que le fait d'ouvrir le clapet, hop, ça émet. Et même quand vous consultez, regardez, je vais sur Google, j'attends qu'il s'arrête. Donc là, ça émet, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il fait. Ça dure un bon petit moment, voilà. Et rien que pour aller consulter, eh bien, ça rayonne aussi. Petite expérience, mon capteur est à 4 mètres de la base de mon fixe sans fil. On voit que ça reçoit encore, il y a du signal. Je vais aller débrancher mon téléphone fixe sans fil pour voir si le signal s'arrête. Voilà, là je l'ai débranché. Bah oui, ça venait bien de la base de mon sans fil, puisque maintenant qu'il est débranché, j'ai plus aucun signal. Donc mine de rien, ça rayonne jusqu'à 4 mètres. Je vais le rebrancher. Waouh, c'est impressionnant quand on le rebranche. Et maintenant, je vous emmène avec moi pour une petite balade surprise. Je pars avec mes deux capteurs. Alors là, on est dans ma voiture et voyez comme ça capte le Bluetooth et le GSM de mon téléphone portable. Mais bon, c'est pas pour ça que je vous ai emmené. Pour être certain de ne pas capter les ondes émises par mon propre téléphone, je coupe mon téléphone, je le mets en mode avion. Donc ça désactive le Wi-Fi, le Bluetooth et le GSM. On va aller là-bas, à 600 mètres. Vous voyez, il y a deux antennes relais, la noire et une rouge. Et tout de suite, je branche la lime de mon capteur alimenté. Remarquez bien que pour l'instant, je ne capte absolument rien. Allez, on est parti. Je suis maintenant à 50 mètres de mes deux antennes relais. Je vais brancher le capteur avec la lime. À mon avis, il va sonner direct. Et voilà. On va regarder maintenant ce que donne le montage sans alimentation avec le galvanomètre. Voilà, maintenant je suis carrément sous les antennes relais. On va regarder ce que ça donne avec le capteur Galva sans alimentation et avec l'autre capteur. Sans surprise, le capteur sans alimentation juste avec le Galva ne capte rien. Une antenne relais à ses pieds, elle émet quasiment rien, c'est une zone d'ombre. Une antenne relais, elle émet toujours dans un cône directionnel bien défini. Et sans surprise non plus, l'autre il capte fort
parce qu'il est beaucoup plus sensible, et même que je suis censé être dans une zone d'ombre, on va dire, et ben lui il capte quand même. Hein. Maintenant je suis à 200 mètres et signal maximum, hein, plein taquet, ça rayonne à fond. La LED reste constamment allumée, le buzzer sonne constamment. Donc là je suis en plein dans le rayonnement des antennes. Je suis maintenant à 600 mètres de l'antenne, puisque l'antenne elle est là-haut. Je branche mon capteur. Et comme vous l'entendez, ça reçoit encore très bien. Et pour vous prouver que ces signaux viennent bien de l'antenne relais, là je suis face à l'antenne relais. Quand je tourne le dos à l'antenne relais, que mon corps fait écran, le signal s'arrête. Et quand je reviens face à l'antenne relais, ça recommence. Et vous savez quoi? Perso, ça me plairait moyen d'habiter ici. Vous avez compris pourquoi? On est seulement à 400 mètres de l'antenne. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous souhaitez refaire ces capteurs, je vous mets des liens vers les composants dans le descriptif de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles Tronic Aventures.